qu'est-ce qu'un dispositif rétentionnel? C'est un dispositif qui, si vous voulez, contrôle les traces, les engendre, les suscite, les sélectionne, les diffuse ou les rend inaccessibles, les refoule, les censure éventuellement, etc. Il n'existe aucune société sans contrôle des traces, y compris dans les sociétés de ce qu'on appelle aujourd'hui les peuples premiers. Par exemple, un chaman contrôle les traces. Mais dans les civilisations de l'écriture, ce sont des institutions. Et ces institutions, elles jouent avec d'autres organisations sociales, et aujourd'hui, elles jouent avec des industries. Et elles jouent dans ce jeu, avec les industries et d'autres acteurs, à contrôler l'organisation, la sélection et l'intériorisation, ainsi que la circulation de ce que j'appelle les rétentions tertiaires. Voilà, ça va être, on aborde le sujet théorique, ça ne durera pas trop longtemps, il y en a pour 10 minutes, mais je suis obligé de passer par là. Qu'est-ce que j'appelle une rétention tertiaire? Eh bien, c'est un concept que j'ai fabriqué pour essayer de compléter et un peu critiquer d'ailleurs une analyse de Husserl, le philosophe allemand, qui avait développé la théorie de ce qu'il appelle les rétentions primaires et les rétentions secondaires, qui sont des analyses phénoménologiques de ce que c'est que l'activité de l'esprit confrontée à sa propre temporalité. Qu'est-ce qu'une rétention primaire? Eh bien, c'est ce qui se produit en ce moment, pendant que vous m'écoutez parler, et que, tandis que, par exemple, je rapporte un verbe à un sujet qui précédait ce verbe, qu'éventuellement ce sujet que j'ai d'abord énoncé nominalement, ensuite je prends un pronom un impersonnel pour le reprendre, ce qui s'appelle un anaphorique en linguistique, vous maintenez l'anaphorique dans l'impersonnel et vous agencez le verbe avec le sujet. Et ensuite, à ce verbe et à ce sujet qui vont par exemple former une proposition principale, je vais rajouter une subordonnée ou une circonstancielle, etc. Et vous allez additionner tout ça. Vous allez, comme dirait un philosophe, comme Aristote, le synthétiser dans votre esprit. C'est-à-dire que vous allez fabriquer du sens avec. C'est vous qui allez fabriquer, c'est pas moi. Moi, j'énonce un certain nombre de propos. Par exemple, je ne fabrique peut-être pas le même sens que vous avec les propos que je produis. Et à travers ça, vous allez construire progressivement ce que, à travers ces rétentions, c'est-à-dire ces choses que vous retenez de ce que je suis en train de dire, vous allez construire ce que Husserl appelle des protensions. Vous allez vous dire, par exemple, ah, j'ai déjà entendu Stigler parler de ça, il va parler de ça. Ou alors vous m'avez jamais entendu parler, mais vous essayez de comprendre où je vais en venir, donc vous anticipez que je vais en venir vers ça. Par exemple, quel est le rapport entre tous ces machins et les bibliothèques? Vous allez peut-être faire des projections. À travers tout ça, moi, ce que j'essaye de produire, à travers ces protensions, les protensions, ce sont des attentes, j'essaye de produire de l'attente chez vous, et par là même de vous rendre attentif. J'essaye de produire de l'attention. Alors ça, Husserl nous dit, ces rétentions primaires, il ne faut pas les confondre avec les rétentions secondaires. Une rétention secondaire, c'est un souvenir. En général, une rétention secondaire, ça a d'abord été une rétention primaire. C'est-à-dire si par exemple vous repensez demain à ce que je raconte aujourd'hui en vous disant finalement qu'est-ce que je retiens de ce que racontait ce type-là, ça sera devenu des rétentions secondaires. C'est-à-dire que c'est vous qui les produirez dans votre tête, c'est plus moi qui les produirai. Et si on demandait maintenant aux gens qui sont dans cette salle, ça fait 20 minutes que je parle, de quoi il s'est agi depuis 20 minutes, il y aurait 150 réponses différentes. Personne ne serait d'accord exactement sur ce qui s'est dit. Et c'est heureux. Parce qu'imaginez qu'on pose la question et que tout le monde soit absolument d'accord à l'identique, ça serait vraiment inquiétant. Ça voudrait dire qu'on est dans une société robotisée. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'accord? Parce que vous avez tous des rétentions secondaires différentes. Vous avez tous une manière de m'écouter différente, parce qu'en fait, la manière dont vous retenez primairement les mots que je dis, c'est pas simplement des rétentions primaires, ce sont des sélections primaires. Vous sélectionnez dans ce que je dis. En fonction de vos formations, en fonction de vos attentes, en fonction de votre singularité. En fonction de votre mémoire, qui est un tissu de rétention secondaire. Chacun d'entre nous est une singularité constituée par ces rétentions secondaires. Et le sens que l'on attribue à un discours, un livre qu'on lit, par exemple, parce que je vous dis, je parle d'un discours, mais il pourrait se passer la même chose pendant que vous lisez un livre. Ça ne serait pas exactement la même chose, parce que là, c'est moi qui vous impose le temps de mon discours. Si vous étiez en train de lire un livre, vous n'auriez pas à faire un objet temporel, comme mon discours, vous auriez à faire un objet spatial que vous temporaliseriez. C'est-à-dire que vous transformeriez de l'espace de l'être en temps de la lecture. Et c'est ça la lecture. Transformer de l'espace en temps. C'est exactement ça, lire. Vous pouvez répéter. Vous
pouvez répéter ce jeu de rétention primaire que vous avez produit, qui sont en fait des sélections primaires, et que vous avez produites ces sélections primaires à travers vos rétentions secondaires, eh bien, vous allez pouvoir les répéter. Et ce que vous allez découvrir, évidemment, c'est que dans cette répétition, vous n'allez pas retenir la même chose. Il y a des choses que vous allez retrouver, et puis il y a des choses que vous n'aviez pas entendues, ou des choses que vous avez cru entendre et que vous n'allez pas retrouver, etc., etc. Parce qu'entre-temps, vous avez changé. Mais si vous allez pouvoir faire cette répétition, c'est parce qu'il existe des rétentions tertiaires. Ce micro connecté à un ampli qui renvoie sur un magnétophone ou à un serveur numérique, parce que maintenant, il y a de moins en moins de magnétophones, c'est de la rétention tertiaire. Le texte que je suis en train de lire, qui est un texte électronique d'ailleurs, c'est de la rétention tertiaire multicouche, de la rétention tertiaire qui remonte à l'alphabet des Grecs, romanisé, plus la technologie numérique de Word, Microsoft, plus, etc., etc. Les rétentions tertiaires sont extrêmement importantes et elles permettent de créer des processus que j'appellerais de transindividuation. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes en train d'essayer de penser ensemble. Pour le moment, c'est moi qui parle, vous écoutez, mais chacun d'entre nous pense, ou essaye de penser. Et nous nous individuons. C'est-à-dire en étant attentif et en produisant ces phénomènes rétentionnels primaires dont je parlais tout à l'heure, et en produisant le sens que vous essayez de trouver dans les paroles que je produis, vous vous individuez chacun de votre côté. Chacune et chacun de votre côté. Et moi aussi, j'essaie de m'individuer. Et si on discute tout à l'heure, on va s'apercevoir qu'on ne s'est pas individué de la même manière, et éventuellement, vous vous contre-individuez en vous individuant en m'écoutant. C'est-à-dire que vous pouvez vous individuer contre moi, contre ce que je suis en train de dire. Mais c'est une co-individuation. La contre-individuation est un mode de la co-individuation. Après, on va débattre. Et ce débat, quel est son but? Il est de produire, non pas simplement de la co-individuation, c'est-à-dire chacun s'individue dans son coin, mais de la trans-individuation, ce que Gilbert Simonon appelait du trans-individuel, c'est-à-dire du savoir. Il y a un moment où, en nous co-individuant de manière polémique, je parle du polémos d'Héraclite, nous allons néanmoins finir par tomber d'accord sur des protocoles. Par exemple, nous allons dire, oui, il n'y a aucun doute, le théorème de Thalès fait partie de la géométrie. Même si nous ne sommes pas d'accord sur la manière de le démontrer, etc., ou sur ce que c'est que la géométrie ou ses axiomes, on va tomber d'accord à un moment donné sur quelque chose. On va produire du savoir. Ce savoir qui se produit, Platon dit, c'est de l'anamnésis. La seule condition pour qu'il existe, c'est que chacun pense par soi-même. Vous savez que l'Académie de Platon est écrit « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre » pour une raison très précise que vous avez tous expérimenté à l'école. C'est quand un prof de géométrie en 6e, je crois que ça commence à peu près en 6e, ce genre d'exercice de démonstration, vous demande de commencer à démontrer un théorème, il ne vous demande pas de savoir le théorème, il s'en fout totalement que vous sachiez le théorème. Ce qui lui importe, c'est que vous le compreniez, c'est-à-dire, si on prenait la langue de Husserl, que vous l'intuitionniez, que vous en produisiez une intuition propre, c'est-à-dire, si on le dit dans la langue de Socrate, que vous le pensiez par vous-même. Ça veut dire descendre au fond de vous-même et faire une opération que Platon appelle anamnésique, qui va vous permettre de, finalement, créer ce que j'appelle un long circuit de transindividuation, qui va produire de l'attention profonde à ce que c'est que l'espace, vu du point de vue de la géométrie. Ça, c'est de la création d'attention profonde. Bien entendu, ce qui permet de créer de l'attention profonde, et c'est Husserl précisément qui, en 1937, dira que sans l'écriture, il n'y a pas d'attention géométrique possible, dans un texte qui s'appelle « L'origine de la géométrie », que je vous recommande de lire, c'est un très beau petit texte, préfacé par Jacques Derrida. Cette écriture qui permet de produire des longs circuits de transindividuation, c'est-à-dire des modèles d'attention profonde qui correspondent au canon de ce que les Occidentaux appellent le logos, depuis la Grèce, eh bien c'est aussi ce qui permet de faire des courts-circuits dans l'attention, c'est-à-dire de produire exactement le contraire, ce que Socrate reproche aux sophistes de produire avec les jeunes Athéniens, à savoir des clichés où on croit penser là où on ne pense pas, où on utilise un topos, un cliché, tout fait, tout cuit, tout rôti, qu'on peut répéter et rabâcher comme un crétin qui ne comprend absolument pas pourquoi ce topos marche, mais qui l'utilise pour briller en société. Et évidemment, Google sert à ça aussi. Google, et quand je dis Google, tout le dispositif contemporain des rétentions tertiaires. C'est là où je voulais en venir. Aujourd'hui, nous vivons une révolution rétentionnelle
nous vivons un nouveau système industriel de production de rétention tertiaire qui s'organise au niveau planétaire. Et il n'est pas du tout anodin de constater que l'entreprise la plus puissante au monde, parce que moi je pense que Google est aujourd'hui l'entreprise la plus puissante au monde, ce n'est pas forcément la plus riche et la plus capitalisée, mais la plus puissante au monde d'un point de vue stratégique, c'est Google, c'est-à-dire une entreprise de rétention tertiaire.